Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Aujourd'hui, à travers le monde, des millions de personnes sont privées de nationalité. De ce fait, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, de consulter un médecin, d'occuper un emploi, d'ouvrir un compte bancaire, d'acheter une maison ou même de se marier. Quelle est la situation au Gabon et comment peut-on éradiquer ce phénomène? Vous avez compris, on parle bien sûr de l'apatridie, donc des personnes apatrides qui ne sont donc pas considérées comme ayant une patrie, comme le nom l'indique. Pour en parler, je reçois ici sur ce plateau M. Placide Ringui. Vous êtes directeur de la mutualité au niveau de la Direction générale de la prévoyance sociale au ministère des Affaires sociales. C'est bien ça? C'est bien cela, oui. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Limangoy. Merci. Et avec vous, bien sûr, avec vous, Madame Elda Stefia, Assélé épouse Mefagé. Vous êtes agent à la Direction générale du bien-être. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Tous deux donc travaillent au ministère des Affaires sociales, que ce soit clair, que les Gabonais comprennent. Oui. D'accord. Et monsieur Placide, est-ce qu'on peut avec vous, s'il vous plaît, avoir une définition de quelqu'un du domaine, bien sûr, sur c'est quoi une personne apatride? Ok. Je vais me focaliser sur le droit international. D'accord. Qui définit la personne apatride comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant en application de la législation. Mais dans le cadre du programme de citoyenneté et protection sociale, pour faire simple, nous pensons qu'un apatride est quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance. D'accord. Donc l'acte de naissance, c'est ça, on va dire... Voilà, parce que c'est l'acte de naissance qui donne le droit à la citoyenneté. C'est l'acte de naissance qui permet à un individu d'exister légalement. D'accord. D'accord. Et donc, Madame Mefagé, vous êtes au niveau du bien-être. Est-ce que vivre sans acte de naissance, ça se passe comment? Il y a des gens, on sait qu'il y a des Gabonais, puisque le programme existe, c'est qu'il y a des personnes donc, qui vivent ce cas-là. Ça se passe comment? Comment on arrive en 2025 à être sans acte de naissance et donc apatride? Merci. Déjà, ici, nous nous sommes focalisés que sur un type d'apatride, c'est-à-dire ceux qui sont apatrides par défaut d'enregistrement à l'état civil. Il y a plusieurs types qui sont connus dans d'autres pays. Nous n'avons pas exactement ces cas ici. Mais pour la pédagogie, on peut peut-être parler de ces... C'est quoi les autres types dans On a par exemple les apatrides qui sont, dont on a retiré la nationalité. D'accord. Donc ça arrive dans certains pays, la déchéance de nationalité, ou alors même par des facteurs historiques. On peut avoir l'éclatement de certains pays qui fait en sorte que vous apparteniez avant à un seul pays, un seul et même État, et aujourd'hui, donc vous n'avez plus. Est-ce que les Gitans font partie de ça en Europe? Les Gitans qui vont un peu... ils ne sont pas très stables, ils n'ont pas un pays fixe. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont comme ça? Pour ma part, je pense bien que oui. Peut-être qu'ils n'ont pas la reconnaissance pour certains. Ils peuvent se dire français et la France ne les reconnaît pas. D'autres espagnols, l'Espagne ne les reconnaît pas. Très bien. Alors, pour ce qui est du cas du Gabon, donc, il s'agit d'un défaut d'enregistrement à l'état civil. Déjà, je vais spécifier du fait de ceux qui n'ont jamais été déclarés et ceux qui ont une mauvaise déclaration. D'accord. Justement, on va aborder ce point. Parce que lorsqu'on entend le gouvernement parler de ça, on a l'impression que c'est plus la faute aux personnes qui n'ont pas peut-être déclaré leur enfant. Mais pour préparer cette émission, justement, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup d'actes de naissance qui n'ont pas été bien enregistrés ou de documents qui étaient censés permettre d'établir l'acte de naissance qui n'ont pas été aussi. Et dans ces cas, est-ce que ce n'est pas une faute au système? C'est-à-dire... Je pense qu'il y a des chefs de quartier qui interviennent parfois, il y a des préfets qui interviennent, il y a des endroits où la mairie n'est pas forcément près des populations. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour que ces deux cas dont vous avez parlé n'arrivent plus? Parce que c'est l'objectif. On voudrait que tout Gabonais ait son document en main, n'ait pas besoin forcément à 30 ans ou à 25 ans de repartir pour en faire un autre. Comment on fait pour empêcher cela? Déjà, pour revenir même à la question précédente, c'était comment on vit sans acte de naissance. Oui. Alors, les personnes qui vivent sans acte de naissance, elles sont exclues dans plusieurs, on va dire, plusieurs mécanismes même de développement de la société. Elles ne peuvent pas être prises en compte, par exemple, par la Caisse nationale d'assurance maladie. Elles ne devraient normalement pas être inscrites à l'école. Pourquoi je dis devraient? Parce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que ces personnes puissent quand même avoir accès à l'éducation en entendant
de la régularisation de leur situation d'apatride. D'accord. Alors, les mesures qui sont prises pour que ce phénomène puisse, qu'on ne puisse plus en entendre parler, déjà l'information, donc par les campagnes de sensibilisation de masse. Et là, il ne s'agit pas seulement de sensibiliser les populations, mais aussi les acteurs au processus des déclarations de naissance. D'accord. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de méconnaissances de part et d'autre, non seulement du côté des populations, mais aussi des acteurs, même donc ceux qui ont la charge de déclarer ou bien d'enregistrer les enfants à l'état civil. Monsieur Placide Berengui, est-ce qu'on peut revenir sur le processus de déclaration, justement, puisque beaucoup ne comprennent pas les étapes à suivre lorsqu'un enfant vient au monde? Déjà, le Gabon a sa façon de fonctionner. Dans le monde anglo-saxon, c'est à l'hôpital même de pouvoir établir l'acte de naissance. Dans le monde francophone, on dirait que c'est différent. Ça se passe comment? Oui, souvent, on assiste à des cas d'apatridie lorsque, par exemple, un enfant est né à la maison, au lieu de naître à l'hôpital. D'accord. Donc, on ignore que le chef de quartier peut établir une attestation de naissance. Et avant la prise de la loi 004/2021, du 15 septembre 2021, les délais prescrits pour la déclaration de naissance étaient courts. Et cette loi vient régler ce problème de délai. Donc, désormais, un enfant qui naît dans la commune ou chef-lieu de district, donc les parents disposent de deux semaines. Donc, pour déclarer l'enfant. Pour déclarer l'enfant. Or, avant, c'était une semaine. D'accord. Et aujourd'hui, et dans les zones rurales, c'est un mois, un délai d'un mois. D'accord. Voilà. Mais donc, tout à l'heure, j'ai parlé des hôpitaux. Comment est-ce que donc, les hôpitaux effectivement, parce que cette loi, effectivement, interdit au personnel soignant de confisquer le certificat de naissance de l'enfant. D'accord, on a donné le certificat. Voilà. Pour qu'il puisse aller à la mairie ensuite. Pour justement parce que c'était l'une des causes qui faisait en sorte que les parents, n'ayant pas payé les frais d'accouchement, ce certificat, donc ce document était retenu par le personnel soignant. D'accord, ok. Mais on a toujours le problème. Et on a appris récemment qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense peut-être avec votre ministère aussi, il avait permis à ce que dans les hôpitaux, on ait des représentations des mairies, on va dire, afin de faciliter, on va dire, l'établissement des actes de naissance. Est-ce que vous avez cette information-là, Madame Assilé? Bien sûr, nous avons cette information parce que ce projet part bien du ministère des Affaires sociales. Lorsqu'on a fait le manuel de procédure, on avait prévu, parmi les solutions envisagées, il y avait la mise en place d'un guichet unique. Alors, le guichet unique devait réunir tous les intervenants au processus de déclaration de naissance. Raison pour laquelle, pour la proximité et pour la facilitation des démarches, il fallait que tous les intervenants, donc le personnel médical, par la délivrance de certificats ou de l'attestation de naissance, et les agents municipaux, qui pouvaient directement enregistrer la naissance de l'enfant depuis l'hôpital pour qu'il n'y ait plus de contraintes après, parce que des fois, on peut avoir des femmes qui sont seules, donc qui n'ont personne pour, par exemple, aller faire les démarches auprès des mairies. Une femme peut accoucher par césarienne, donc elle ne pourra pas se déplacer de sitôt. Alors, si les agents sont sur place, ils pourront faciliter la déclaration depuis la maternité. D'accord, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que la déclaration de naissance est vraiment du ressort des parents. Est-ce que ça ne pourrait pas être du ressort de l'État? C'est-à-dire, lorsque la personne accouche, simplement, vous accouchez, dès qu'on a l'information que vous accouchez, on enregistre votre enfant, et que vous le vouliez ou pas, il est dans les fichiers. Ça pourrait simplifier peut-être un peu les choses. Je vous pose la question, c'est pour aider justement. Il faut qu'il y ait une déclaration venant des parents. Parce que l'État n'a pas ce don d'ubiquité pour savoir qu'il y a eu la naissance d'un enfant. Il y a des hôpitaux pourtant. Dans les hôpitaux, oui, dans les hôpitaux, mais pour ceux des enfants qui naissent à domicile. Oui, mais c'est valable dans les hôpitaux aussi. Parce que dans les hôpitaux, ce qui se passe, c'est que malgré qu'on les enregistre, il faut quand même qu'ils aillent à la mairie ensuite.
Sinon, l'enfant qui est né à l'hôpital n'est toujours pas déclaré comme... n'a pas d'acte de naissance, en fait. C'est vrai, mais je crois qu'avec les plaidoyers que nous sommes en train de faire à l'endroit du personnel soignant, je crois que cela a été pris en compte. D'accord. Madame Assélé, on a de cas, bien sûr, où la coutume rentre, on va dire la coutume ou la culture africaine rentre, je veux dire, dans le jeu avec certains cas de non, c'est-à-dire il y a des parents, parfois à l'hôpital, on a eu un cas comme ça qui nous a été rapporté, où un père essaie de déclarer la naissance de son fils, mais les documents sont bloqués par les parents de la mère parce qu'il est d'une ethnie qui fait que la femme n'a pas été dotée et qu'il ne peut pas donc donner le nom. Et donc le temps passe et l'enfant se retrouve après le délai et donc il n'a pas de documents, il devient un enfant apatride. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Effectivement, c'est des cas qui ont été décelés même depuis la première campagne en 2015. Donc, on avait eu des conflits familiaux qui ont entraîné la non-déclaration des enfants dans les délais, sinon même pas du tout. Oui, oui. Parce qu'il y a justement ce problème de nom-là. Il y a le parent, on va dire le grand-parent de l'enfant qui s'impose pour donner un nom à un enfant. En effet. Et là, c'est un problème, je vais toujours dire, d'ignorance. Parce que le droit confère la déclaration aux parents géniteurs, normalement, de l'enfant. Alors, si les grands-parents... À la base, ils n'ont pas besoin, en fait, que leurs parents puissent rentrer dans cette Non, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils ont juste besoin... On a surtout même besoin du document de la maman. D'accord. Je ne sais pas si ça a été modifié, mais c'est surtout le document de la maman qui est essentiel pour la déclaration d'un enfant. Et donc, elle peut aller toute seule aller déclarer l'enfant. Oui. Et mettre n'importe quel nom, le nom qu'elle veut là-bas. Ça, c'est aussi un sujet qui peut amener à quelques polémiques, je pense. Oui, qui peut amener à réfléchir autrement. Mais une maman peut déclarer son enfant sans la présence du père. Parce qu'on a aussi eu des situations où, pour les hommes qui travaillent souvent sur site, la maman n'a pas pu déclarer parce que le mari était sur site. Il fallait qu'il rentre pour qu'elle puisse aller déclarer l'enfant et les délais passaient. Et là, c'est un problème toujours d'ignorance parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait aller déclarer son enfant. Vous voulez réagir? Allez-y. Ok, bon, je voudrais quand même préciser que l'apatridie n'est pas seulement le fait de la non-déclaration de l'enfant au centre de l'état civil. C'est aussi parfois dû aux parents qui eux-mêmes sont apatrides. Donc on peut arriver que les parents ne des peuvent personnes pas, âgées donc qui n'ont pas de documents. Qui n'ont pas de documents, voilà. D'accord. Donc c'est des situations que nous... Et dans ces cas-là, quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, qui n'a pas de documents, comment c'est possible? Effectivement, c'est l'intérêt que nous avons... des campagnes que vous avez menées, on va y arriver justement. Que nous avons menées parce qu'il faut dire qu'en 2010, le rapport de la campagne, de la grande campagne d'enrôlement à la CNAMGES a montré que nombreux de nos compatriotes, hormis les peuples autochtones, n'ont pas d'acte de naissance. Donc, ils n'ont pas pu se faire enrôler. Et c'était, pour la plupart, dû à cet état de fait. D'accord. On voit donc qu'il y a beaucoup de paramètres autour de l'apatridie. Mais allons-y un peu dans les campagnes justement que vous menez actuellement. Je pense que ça continue. Donc les campagnes de régularisation pour permettre aux personnes qui n'ont pas d'acte de naissance de pouvoir en obtenir. Monsieur Rengui, quels sont les chiffres actuellement? On est à quel niveau? Ça fait combien de temps déjà? Et combien de Gabonais ont pu être atteints par ce processus? Ok. Il faut peut-être se référer à la situation de départ. Parce qu'en 2010, la Direction générale du bien-être, en partenariat avec l'UNICEF, ont mené un pré-recensement au niveau du Grand Libreville. Et il y a eu 9 552 enfants identifiés comme apatrides. Et toujours avec l'appui de l'UNICEF, il y a eu un projet, les enfants sans acte de naissance. Okay. Donc, le premier recensement a intervenu, je crois, au cours du mois le 26 décembre
2014 au 16 février 2015. D'accord. Et on a pu dénombrer 15 115 enfants apatrides. En plus des 9 000 ou le chiffre a évolué? C'était juste une étude pilote. D'accord. Voilà. Donc, toujours, l'étude était circonscrite dans le Grand Libreville. Dans le Grand Libreville. Alors, donc maintenant, on s'est rendu compte que le problème concernait pas seulement les enfants, mais que ce phénomène touchait aussi les adultes. Et c'est comme ça qu'est né le programme Citoyenneté et Protection sociale, pour prendre en compte toutes les tranches de la population, n'ayant pas d'acte de naissance. Donc, c'est un travail que le ministère des Affaires sociales a voulu mettre en place. D'accord. Pour lutter contre ce phénomène. On apprend qu'il y a des cabinets qui travaillent avec vous, des cabinets juridiques, afin de pouvoir aider aux personnes à acquérir les actes de naissance. Est-ce que, à part l'UNICEF, vous parlez de l'UNICEF, est-ce que l'UNICEF est le seul interlocuteur que vous avez dans ce programme? Oui, je ne connais pas de cabinet qui travaille avec nous. D'accord, vous n'en connaissez pas. Ouais. D'accord. Madame Asselé, on entend des chiffres, 15 000, on entend des chiffres, 9 000, et là, ce n'est que dans le Grand Libreville. Est-ce que les chiffres sont similaires en province? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de personnes, sachant qu'en province, peut-être justement, vu l'éloignement de la grande ville, de la capitale, donc la connaissance et l'ignorance peut être justement un peu plus accrue. Qu'est-ce qui se passe dans les provinces dans le même sens? Alors, déjà, à Libreville, nous avons, on peut dire, toutes les couches, toutes les différentes couches de la population. Libreville, c'est un peu la vitrine. Donc, l'estuaire, c'est la vitrine du pays. Et là, on peut rencontrer toutes les populations. Et lorsqu'on mène une enquête dans Libreville, ça nous donne un peu la tendance dans tout le pays. D'accord. Et c'est la raison, par déduction, on a compris qu'à l'intérieur du pays, ça devait être beaucoup plus grave parce que Libreville, ayant plus de centres d'état civil, ayant plus de développement au niveau des structures hospitalières, si on est confronté à ce problème-là, c'est qu'à l'intérieur où il y a un manque, il y a un problème, voilà, il y a un problème de structure, c'est sûr que le problème est encore plus accentué là-bas. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'étendre le projet dans toutes les provinces et dans toutes les contrées. Donc, on ira en milieu rural, etc. parce qu'il faut bien prendre en compte toutes les populations. Il n'y a pas que les populations à Libreville qui ont besoin d'aller à l'école. Il n'y a pas que les populations à Libreville qui ont besoin d'être prises en charge par la CNAM-GS, etc. Par contre, on a parlé là des enfants qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil, mais on n'a pas parlé des personnes qui ont été mal déclarées. Mal déclarées. Je ne sais pas si je peux aborder. Allez-y, oui. Alors, la loi antérieure disait la déclaration en milieu urbain, c'était de 3 jours, le délai, c'était de 3 jours. Il s'avérait que quelqu'un qui a fait 10 jours, lorsqu'il va à la mairie, on lui établissait quand même un acte de naissance en bonne et due forme. D'accord. Sauf que il va fréquenter, pour le cas d'un enfant, il va fréquenter, etc. Arriver, par exemple, à l'obtention de son baccalauréat, il a une bourse pour partir à l'extérieur. Et là, il veut se faire établir un passeport. On lui fait comprendre que son acte de naissance n'est pas mal établi. Il se pose la question. Et c'est pour cela qu'on a dit que la sensibilisation ne va pas seulement se limiter aux populations, parce qu'il faudra que les agents municipaux et donc les officiers d'état civil puissent prendre le relais et puissent comprendre réellement quelle est leur fonction à ce niveau-là. Vous pensez que certains ne maîtrisent pas forcément les... Je pense qu'avant, certains ne maîtrisaient pas parce qu'on avait des actes de naissance qui étaient signés, par exemple, par les secrétaires généraux des mairies, alors que... Il faut forcément que le maire... Que l'officier d'état civil, donc le maire adjoint, le préfet, le sous-préfet, etc. Mais pas des secrétaires des mairies. Dans un cas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, parce que je reviens encore à ça, on a l'impression que la faute est sur la personne qui a déclaré et pas forcément sur les personnes qui reçoivent... les personnes en question pour justement établir... Est-ce qu'on ne peut pas aider ces gens dans le sens-là? C'est-à-dire, au lieu de les condamner directement, de dire vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, on les renvoie, on leur dit voici la procédure que vous pouvez faire. Parce qu'on remarque qu'il y a
quelque chose qui est de l'autre côté, qui n'a Oui, pas été... l'administration qui n'a pas été correcte. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand le ministère des Affaires sociales prend à bras le corps ce problème, c'est pour faciliter, parce qu'on sait que quand c'est une administration qui traite un problème de masse, ça va un peu plus vite et les moyens, on va dire, les exigences sont un peu plus souples. Alors, si un individu va personnellement faire la procédure, entamer la procédure au tribunal, elle risque d'être longue. Et elle nécessite des coûts. Entre-temps, le ministère des Affaires sociales avait mis en place pour que les coûts soient vraiment amoindris. Ça veut dire les seuls coûts que ces personnes avaient à l'époque, c'était juste faire des photocopies de leurs différentes... Les termes aussi, peut-être? Non, même les termes, ils ne payaient pas. C'était juste les photocopies de leurs pièces, leurs documents à fournir. Et là, j'ai une pensée qui me vient par rapport aux orphelins, c'est-à-dire des personnes qui avaient des documents peut-être, et qui sont retrouvés, des enfants qui se retrouvent dans la rue, ou qui n'ont pas eu qui n'ont pas pu retracer, on va dire, leur origine, revenir vers leurs parents afin de récupérer leurs documents. Est-ce qu'on a des cas de ce genre, des personnes qui sont dans des orphelinats, par exemple? Comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Monsieur Rengui? Effectivement, dans le cadre du programme conjoint Citoyenneté Protection Sociale, nous avons ce genre de cas, parce que ce sont les pupilles de l'État. On ne peut pas les laisser à la traîne. Il faut bien qu'on s'occupe d'eux. Donc, effectivement, puisque l'État donne tout, hein, les timbres, les fascicules, les registres, et même c'est l'État qui donne des facilitations au niveau de la justice pour que les jugements supplétifs soient établis. Et au niveau de la transcription, donc, nous nous occupons de tout. Parce qu'il y a des orphelinats dans Libreville qui ont des enfants qui n'ont pas de papier. Voilà, est-ce que ces personnes viennent vers vous? Ils deviennent les pupilles de l'État, donc Est-ce qu'ils sont rentrés dans le programme des 10 000 les personnes dont vous avez parlé tout à l'heure qui manquent d'acte de naissance? Oui, c'est-à-dire que lorsque... Là, je parle des orphelinats, où il y a des enfants qui en a constaté qui n'ont pas d'acte de naissance. Si les responsables de ces orphelinats viennent vers nous, nous les aidons. D'accord. Et vous n'avez pas de collaboration, vous n'avez pas de dialogue avec eux? Nous les accompagnons à constituer des dossiers que nous transmettons, parce que c'est un programme conjoint. D'accord. Donc il n'y a pas que le ministère des Affaires sociales qui travaille, qui intervient. Donc il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de la Santé pour les actes, comment on appelle, les certificats d'âge apparent. D'accord. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on puisse aborder un point avec vous deux, bien sûr. Madame Asseli, d'abord. Est-ce que il y a des personnes qui refusent, qui ne veulent pas établir date de naissance? Est-ce qu'on peut avoir des personnes sur le territoire qui se disent « j'en ai pas besoin » et même si on les sensibilise, ils ne veulent pas? On a, pour cette question, je vais plus me concentrer sur les peuples autochtones. D'accord. On a un souci au niveau de leur intégration. Ce sont des populations assez particulières qui s'excluent. On parle des pygmées, certainement. Oui, qui s'excluent des procédures administratives en général. Pour des raisons culturelles, Pour des raisons culturelles, exactement. Parce que même déjà, l'accouchement, etc., ne suivent pas le même processus que... Voilà. Donc, c'est plus à ce niveau-là que nous avons. Mais nous mettons en place tous les mécanismes. Nous allons vers ces populations pour leur faire comprendre le bien fondé. Parce que pour leur faire comprendre surtout qu'elles aussi, elles ont des droits et elles doivent les faire valoir. Je parle bien de ces personnes, des populations autochtones. Oui. Parce que si on ne peut pas les prendre en compte, on aura du mal. En fait, elles auront elles-mêmes du mal à faire valoir leurs droits, étant elles aussi des populations gabonaises. Donc, un mot de fin pour vous, M. Placide. Moi, je dirais que, hormis les peuples autochtones, il y a également des populations, donc nombreux de nos compatriotes, qui ont fait la demande d'obtenir un acte de naissance, mais depuis 2015, il y a des actes de naissance qui ont été, des jugements supplétifs qui ont été transcrits en acte de naissance, mais qui sont dans les mairies, mais qui ne sont pas récupérés. Donc, ils n'ont pas l'information donc que c'est disponible ou bien? Non, on a lancé des communiqués, on fait des campagnes de distribution. Mais pourquoi ils ne veulent pas Comme récupérer? ces gens-là ne sont plus disponibles, ils attendent certainement qu'ils soient en situation de détresse, peut-être, pour pouvoir agir.
D'accord. Donc, c'est l'occasion aussi de pouvoir leur dire peut-être là, Effectivement, maintenant, donc, ceux qui ont établi, parce que ceux c'est qui ont sur fait cette l'ensemble procédure. du territoire. Nous avons mené des campagnes au D'accord. niveau de Libreville et à l'intérieur du pays. OK. Ben, là, en mars, nous allons aller récupérer ces actes de naissance, aller les distribuer Dans les villages, dans les coins voilà. reculés. Madame Assélé, votre mot de fin? Alors, j'aimerais dire que l'acte de naissance, ce n'est qu'un petit bout de papier, mais il a toute son importance. Et c'est un document crucial pour le processus de développement de tout individu. Sans l'acte de naissance, on est privé des droits fondamentaux. On ne peut pas avoir accès à des services sociaux de base et que tout le monde devrait se battre, l'État en premier, pour régulariser cette situation et faire en sorte que nous ne soyons plus jamais confrontés à ce phénomène d'apathie. Que tout Gabonais ait son acte de naissance. Et son acte de naissance. D'accord, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madame... attendez, je vais dans mes notes, bien sûr. Elda Stéphia Assélé, épouse Méfagué. Vous êtes agent à la Direction générale du bien-être. Et vous êtes Monsieur Placide Ringui, directeur de la mutualité à la Direction générale de la prévoyance sociale. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Limangoy. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette émission. Restez connectés sur Gabon 24. À très bientôt.